c'est une rencontre autour d'une histoire que je ne connaissais pas, donc je rencontre Guy Scarpetta, qui est cette histoire du train fantôme. Et je voudrais d'abord remercier Guy Scarpetta, qui était aussi un ami que j'ai rencontré, qui a commencé par rencontrer Federico Sanchez, avant de rencontrer Sam Brown. Peut-être que Guy pourra nous dire un petit peu. Guy, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, qui est universitaire, spécifique notamment au niveau de l'histoire de l'art, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages, notamment celui-ci sorti en 1989, le 14 juillet. En fin de compte, c'est comment trois personnes, un s'appelle le marquis de Sade, l'autre Goya et le dernier Wolfgang Amadeus Mozart, ont pu vivre ce 14 juillet chacun chez soi. C'est un ouvrage très, très intéressant. Vous avez aussi écrit d'autres ouvrages, et notamment celui-ci, et on arrive à notre thème, qui est Guido, qui est un roman, et qui est néanmoins un roman d'une histoire familiale que vous raconterez, autour justement des résistants du train fantôme, donc qui est un documentaire qui est qui est le thème d'un documentaire de Jorge Amat, qui est sorti il y a 6-7 ans, si je me souviens bien, et que l'on retrouve dans un coffret qui est sorti l'année dernière, de l'ensemble des films de Jorge Amat, Résistance, avec des témoignages très, très intéressants. Et alors, Guy n'est pas venu tout seul, puisqu'il est venu avec Mohamed Mesli, avec une histoire émouvante. Et peut-être, Mohamed, vous pouvez nous dire, présenter, vous pouvez nous dire pourquoi le train fantôme vous concerne si personnellement. Alors, pour commencer, en fait, mon père était, durant la Seconde Guerre et même au tout début, imam à la mosquée de Paris. Et lorsque le gouvernement de Vichy a commencé à mettre en place des mesures contre les personnes de confession juive, il y a eu d'organiser au sein de la mosquée, sous la responsabilité du directeur de l'époque qui s'appelait Sikadour Ben Gabrit, le sauvetage de personnes, alors pas que des juifs, hein, mais de personnes qui étaient en danger. Et donc, pour pouvoir, notamment en direction des juifs, assurer leur protection, il a été demandé aux imams, puisque c'était les imams de mon père, plus particulièrement mon père d'ailleurs, puisque la suite nous a montré que c'était lui qui avait été concerné en premier lieu, donc qui leur demandait de délivrer des fausses attestations de confession musulmane. Donc cette activité a duré jusque dans les années 40-42, mais à partir de 1940, les autorités du gouvernement de Vichy ont soupçonné donc cette activité et ont sorti donc une directive en précisant qu'ils soupçonnaient en fait la mosquée de Paris, de par l'activité des imams, enfin de l'imam, de délivrer de fausses attestations alors comme ils disent eux, aux individus de race juive. À partir de ce moment-là, donc, il y a eu une surveillance accrue autour de la mosquée de Paris. Et donc, alors je passe un peu les détails, ce qui fait que le directeur, Sikadour Ben Gabri, pour protéger mon père, l'a fait nommer représentant de la mosquée de Paris à Bordeaux, enfin rattaché à la préfecture régionale de Bordeaux, pour tout ce qui concernait le sud-ouest. L'activité essentielle de mon père, à cette époque-là, était d'intervenir au niveau des camps de prisonniers. Et en fait, la deuxième phase de l'activité de mon père a été d'intégrer un réseau de résistance à partir du moment où il est arrivé à Bordeaux, donc au sein de l'ORA,
Et étant rattaché à la préfecture de Bordeaux, il a continué donc à délivrer des faux certificats, il a hébergé aussi des prisonniers, enfin bref. Et il a été dénoncé, et donc il a été arrêté le 5 juillet, pour être précis, le 5 juillet 1944. Il a été donc arrêté par la Gestapo française. La Gestapo française. Oui, la Gestapo française, qui, alors l'expression est terrible, qui a été interrogé pendant un mois avant d'être remis aux autorités allemandes le 8 août. Et donc le 9 août, il partait donc dans le convoi du train fantôme. Et il a été donc déporté à Dachau, puis transféré à Mauthausen. Et il a été le camp de Mauthausen a été délivré par les Américains le 5 mai 1945. Si vous pouvez poser le masque pour qu'on puisse le Oui. entendre, Merci. pas qu'on n'interviendra. Voilà. Merci. Alors, une question, si tu veux, l'emploi est revenu des camps contrairement à Guido. Sait-on exactement, a-t-on des soupçons de savoir qui l'a dénoncé? Oui, alors, je l'ai appris récemment. Ce sont trois Algériens qui faisaient partie de la Gestapo française. Et donc qui avaient été chargés de surveiller justement, enfin qui étaient au courant visiblement, qui avaient été mis au courant de certaines activités au sein des camps de prisonniers. Et il semblerait, alors là on n'en est pas sûr encore précisément, mais il semblerait que ce soit des prisonniers qui avaient été sauvés, qui ont été donc torturés et qui sous la torture ont dénoncé donc mon père. Donc, vous êtes né à Péguerre. Est-ce que vous en parliez avec votre père? Non, Et comment vous avez trouvé en fin de compte Alors en fait, ce qu'on savait, c'était que mon père avait été déporté, qu'il avait été déporté parce qu'il fabriquait des faux papiers. Enfin, c'était juste cette information-là qu'on avait. Mais donc, mon père n'en parlait pas, personne ne nous en a parlé. Ma mère non plus n'avait pas beaucoup d'informations sur l'activité de mon père durant cette période. Et en fait, c'est en 2010 seulement où c'est à l'occasion d'un déménagement, où on a retrouvé donc des documents. Donc curieusement, mon père, il n'en avait jamais parlé, mais il avait conservé des documents sur cette période-là. Donc on a retrouvé des lettres, notamment des échanges de courriers. C'est surtout la période où il était à Bordeaux, puisqu'il échangeait avec le directeur, avec Sikadur Ben-Gabri, le directeur de la mosquée de Paris de l'époque. Quand je connaissais, on a eu l'occasion de discuter ensemble l'histoire de votre père, qui est formidable, émouvante. Je me dis, il devrait être parmi les reconnus comme justes. Est-ce que vous savez si des démarches ont été faites? Parce que je pense que ce serait symbolique, notamment en ces périodes où parfois il y a des animosités, pour montrer voilà, qu'il y a eu aussi un imam, notamment, qui a sauvé les juifs. Et tout à fait... Alors je sais qu'il y a des personnes, des associations aussi, de personnes de confession juive qui ont demandé d'ouvrir un dossier à ce propos. De mon côté, je n'ai pas fait la démarche, je n'ai pas fait la demande. Parce qu'en fait, il est très difficile. Yad Vashem, pour reconnaître les personnes justes de la nation, il faut des témoins. Or, les témoins, surtout aujourd'hui, très peu. Donc, moi, ce que j'ai eu des échos de ce qu'il avait fait par un responsable d'un musée de la mémoire juive à Drancy, du camp de Drancy,
qui lui, lorsqu'il m'a rencontré, me dit « Mais oui, je sais, là j'étais au courant de cette histoire, je sais qu'à la mosquée de Paris, effectivement, il y a un imam qui a dû livrer des fausses attestations. » Et puis, en fait, j'ai été confronté un peu à un dilemme. Mon père n'a jamais réclamé quoi que ce soit. Lui, il a toujours continué à vivre comme il était, y compris après, à son retour. Il a poursuivi son aide quand il le pouvait en direction de gens, de personnes, mais il n'a jamais réclamé quoi que ce soit. Alors après, si on se réfère à la définition de juste, il n'y a pas de doute possible, mon père était injuste. Mais après, bon, la reconnaissance, je me dis aujourd'hui, devant les difficultés que ça représente, moi j'ai pas envie de dépenser l'énergie. Si ça arrive. Est-ce qu'il y a néanmoins des reconnaissances? Il faut peut-être dire quelque chose quand même, Oui, c'est voilà. que en ce qui concerne la liste des justes qui est au mémorial de la Shoah, je crois que ça ne posera aucun problème. En revanche, je suis sûr qu'au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, il y a des groupes qui ne sont pas très partisans à ce qu'il y ait un nom arabe inscrit. Disons-le comme ça. Peut-être Bernard Berzaoui. Bonjour, je suis extrêmement heureux de vous entendre et très ému. Et je remercie Laurent de vous avoir invité, parce que je suis moi-même président départemental de la LICRA et j'écoute avec attention votre exposé. Je crois qu'il est possible que votre papa fasse partie des justes parmi les nations. Je pense que c'est souhaitable, et je pense que c'est souhaitable surtout en ce moment. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La seconde chose, c'est que vous avez dit que vous avez découvert l'activité de votre papa essentiellement à partir des documents que vous avez trouvés en déménageant. Ce sont des pièces, des preuves. Et la troisième chose, c'est que ce monsieur, je ne sais pas s'il est encore en vie dont vous parliez, que vous avez rencontré, peut être un témoin opportun. En tous les cas, je pense que j'ai envie d'avoir vos coordonnées parce que je pense que je vais vous aider à faire reconnaître votre papa. C'est très important pour vous, bien sûr, pour vous et votre famille. C'est très important pour l'image que l'islam peut avoir en France. Et c'est extrêmement important, et je ne suis pas d'accord, excusez-moi, avec vous concernant Yad Vashem à Jérusalem. Yad Vashem à Jérusalem, pour connaître certains dirigeants de cet organisme, je suis franco-israélien, donc j'ai la chance de connaître quelques membres de Yad Vashem, serais absolument enchanté, surtout pareillement dans ces circonstances, pour avoir un nom musulman, c'est un symbole. Je dis le contraire. Excusez-moi. J'ai dit qu'il y a quelques groupes Certainement. qui Certainement. ne seraient pas très favorables. Les humours, il y en a partout. Voilà. Alors moi je dois dire, parce que bon, l'histoire de ton père, je l'ai connue, parce qu'on travaillait sur l'histoire du fantôme, on s'est rendu compte, bon, tu es intervenu, on s'est rendu compte qu'on avait une histoire commune, et il se trouve que j'ai été parler de l'histoire du fantôme un jour, dans un groupe que vous devez connaître, qui s'appelle le Farband. Qui est un groupe qui était des groupes assez communautaires juifs dans les années 30, ça avait été fondé par Zadkine et par Chagall. Et qui entretenaient des liens, qui étaient des juifs, des Ashkénazes, des juifs d'Europe de l'Est, qui entretenaient des liens avec leur pays d'origine, comme ça, à travers tradition culinaire, musique Kletzner, enfin bon, un peu comme ça, pour ne pas perdre de contact avec ceux d'entre eux qui étaient restés en Pologne, en Bessarabie, en Roumanie, etc. Et il se trouve que la plupart des gens de ce groupe, à partir de 1940, sont entrés dans la résistance. Ça a été les premiers fers de lance des FTP MOI à Paris. Les premiers résistants à Paris, les juifs, plus quelques républicains espagnols. Et quelques antifascistes italiens, c'était ça. Bon, et donc je vais parler et je leur dis, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, un peu de l'histoire du train fantôme, etc., puisque je suis accueilli par l'affiche rouge, la vraie, hein, les
libérateurs par l'armée du crime. L'affiche qui dénonçait le groupe Manouchian. Il y avait la fille d'un des lieutenants de Manouchian qui était là. Et je leur raconte l'histoire de ton père, parce que je trouvais que ça peut être intéressant. Et là, il y en a un qui se lève et qui me dit ouais, bon, moi je peux pas apporter un témoignage direct, mais je sais que ça se racontait dans ma famille qu'on savait qu'on avait des appuis à la mosquée. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de témoins directs. C'est-à-dire, on a des témoins de témoins, on en est à la deuxième, à la troisième génération, etc. Mais je crois qu'il y a un faisceau de preuves convergentes. Donc, alors, voilà. Puis pour l'histoire du train fantôme, en fait, c'était tout à fait par hasard, parce que sur une de ces cartes, il y a les différentes dates. Son arrestation, le 5 juillet, son départ de Bordeaux à bord d'un convoi le 9 août. Et puis je vois l'arrivée à Dachau et je me dis, ils se sont trompés là, c'est pas possible. Un train ne peut pas mettre autant de temps, même si c'était, s'il y avait des actions, etc. Et donc, il y a, à la même période, il y a donc un petit document qui passe à l'occasion d'un journal d'un 20h sur France 2. Et il y a Charles Tessier qui m'appelle, je reçois un coup de téléphone à la maison qui me dit « Mais en fait, votre père, il était dans le train fantôme. » Et je lui dis « Oui, effectivement, j'ai la liste, il y a une liste des gens qui étaient dans le convoi. » Je lui dis « Mais... » Et c'est là que j'apprends, et puis après on fait la connaissance avec Guy, que j'apprends qu'en fait, cette histoire invraisemblable du train fantôme. Alors, quelle est cette histoire du train fantôme? Qui était dedans aussi, avec des personnes connues aussi. Alors en gros, c'est un train qui a eu plusieurs étapes, hein, donc ça n'a pas été le même convoi exactement du début à la fin. Ton père est arrivé dans la dernière étape à partir de Bordeaux. Mais c'est un train qui est parti de Toulouse début juillet 1944 et qui est arrivé à Dachau le 28 août. Donc c'est un train de convoi avec des gens dans des wagons à bestiaux qui a mis pratiquement 2 mois à aller à Dachau. Donc c'est une histoire totalement invraisemblable, quoi. Au départ, on est donc à l'été 1944, les Alliés ont déjà débarqué en Normandie. Les autorités françaises donnent le camp du Vernet dans l'Ariège où étaient détenus les étrangers indésirables, sur lequel Koestler a écrit un livre d'ailleurs, La Lie de la Terre, ça s'appelle. La Lie de la Terre. Et le camp du Vernet est donné aux Allemands, à la division tête de mort, qui était chargée des... Voilà. Et il y a déjà des gens qui ont été déportés depuis le Vernet. Pour l'essentiel, c'est des républicains espagnols aux 2 tiers, il y a quelques antifascistes italiens, et puis il y a 51 nationalités au total qui correspondent aux résistants d'origine juive qui ont été pris et internés dans ce camp qui était réservé aux étrangers indésirables. Vous savez que même en France, il y a même eu un maquis allemand en France. Oui, Dans les Cévennes. Dans les Cévennes. Alors, notamment dans le cadre des FTP-MOI, il y a eu beaucoup de juifs polonais et d'italiens antifascistes, et puis il y a eu ce qu'on appelait dans les départements du sud-ouest les guérilleros, c'est-à-dire des brigades de résistants qui étaient formées de républicains espagnols. Il y a 400 personnes, on les donne aux Allemands. Les Allemands en avaient déjà envoyé un certain nombre en déportation, et à la fin, ils décident de fermer le camp, c'est-à-dire de renvoyer en Allemagne, dans les camps allemands, tous ceux qui restaient. C'était souvent des plus vieux, puisque les plus jeunes avaient déjà été envoyés dans les camps de travail, et il y avait des gens formidables là-dedans. Il y avait
Il y avait un des responsables de l'armée républicaine espagnole, Juan de Pablo. Il y avait le créateur du Parti communiste italien, Morani, qu'il avait créé à Florence en même temps que Gramsci et Tasca. Il y avait des résistants un peu partout, d'origine étrangère. On les amène à Toulouse, on les fout dans une annexe de la prison, et on les rassemble le lendemain avec 150 prisonniers de la prison Saint-Michel de Toulouse, qui étaient pour l'essentiel des résistants de la région, donnés aux Allemands par la police française. Juillet 1944, le débarquement a déjà eu lieu. La police française continue, après en avoir torturé quelques-uns, comme ton père, la police française a torturé, pas la Gestapo, continue à, vous voyez, ce qu'on nous dit, ils sauvaient les Juifs, etc. Ils torturaient, oui, ils torturaient. Et on joint 150 résistants de Toulouse, qui étaient probablement les plus coriaces, les plus durs à cuire. Parmi lesquels on trouve un grand résistant juif qui s'appelle Meyer Kokin, qui était du groupe Libéré et Fédéré. Il y avait une imprimerie clandestine à Toulouse, celle des frères Lyon, à laquelle participait Trentin, le père du futur syndicaliste italien. Il y avait évidemment les Espagnols, et il y avait surtout il y avait un maquis, alors là, à l'autre extrémité politique, il y avait les chefs d'un maquis qui étaient maurassiens au départ, des nationalistes purs et durs qui venaient de l'action française et qui se sont retrouvés à combattre avec le maquis allemand et avec les résistants juifs. C'était quand même... il y en a qui ont viré leur cutie, un peu comme ça, peut-être pas complètement, on en a retrouvé à l'Ouest. Enfin, il y avait le maquis Birakem, qui était fondé par des aristocrates, officiers de cavalerie, quoi, de cette tradition antisémite de l'armée qui remontait à l'affaire Dreyfus. C'était, bon, mais qui n'avait pas accepté que Pétain capitule devant l'Allemagne. Donc il avait pris les armes. Voilà. Et puis il y avait, surtout dans ce groupe de prisonniers, les dirigeants de la 35e brigade FTP-MOI, c'est-à-dire le principal groupe de résistants étrangers en France, qui était dirigé par un des premiers résistants à avoir été guillotiné en France, qui s'appelait Mendel Langer, qui se faisait appeler Marcel Langer, pour que ça passe un peu plus, et qui était un type assez extraordinaire, qui avait été en Palestine dans les années 30 pour construire des kibbutz. Il s'était fâché avec son chef de l'époque, qui s'appelait Ben Gourion, parce qu'il lui avait dit, il se battait contre les Anglais à l'époque, en Palestine. Et il avait dit à Ben Gourion, on n'arrivera jamais à gagner si on ne fait pas alliance avec les Arabes. Et Ben Gourion lui avait dit, non, pour l'instant c'est les Anglais, mais le prochain ennemi, ça sera eux. Et donc, voilà. Alors, comme il avait l'habitude de se battre, il est rentré en Europe, il venait du ghetto de Cracovie, ou de là. Il va faire quelques coups de feu dans la guerre civile espagnole, il rentre en France, il rentre dans la résistance et il dirige ce groupe, une quarantaine de personnes, tous d'origine étrangère. Ils ont fait à peu près 100 opérations armées en 3 ans. C'est-à-dire une par jour. Tout fait, saboter, libérer les prisonniers, fait sauter des rails, fait sauter un cinéma où les Allemands allaient au cinéma, abattu les officiers allemands dans la rue, et il y avait parmi eux, les vrais durs à cuire. Y compris un fort contingent de résistants juifs, dont les frères Raymond et Claude Lévy, qui étaient de jeunes étudiants qui avaient envie de se battre, quoi. Ils sont tombés là-dedans en disant « Donnez-nous un revolver, on veut tuer des nazis ». On leur a dit « Attendez les gars, on va peut-être vous entraîner un peu, puis ça se fait pas comme ça ». Voilà, et il y avait des Italiens, des Espagnols, des Juifs d'origine polonaise ou des Juifs d'origine... les frères Lévy étaient de Thessalonique, je crois, enfin bon, c'était
séfarades de Grèce. Les autres qui venaient de Turquie. Voilà. Et puis il y avait quelques durs, du maquis de la Montagne Noire, qui étaient